Merci Francine Boll, qui est coordinatrice de l'Institut Marcel Lippmann, qui m'a sollicité pour animer la table ronde, la première table ronde de ce colloque. Donc personnellement, j'ai été et je suis encore actif dans les réseaux de solidarité avec le mouvement de libération kurde. C'est le terme générique que j'utilise pour faire référence, disons, à une grande famille qui est aussi très diversifiée, très hétérogène dans ses activités, qui est multinationale ou internationale aussi. Donc nous avons été avec des amis de Flandre au Kurdistan irakien. Nous avons essayé de rentrer au Rojava, mais à ce moment-là, ça n'était pas possible, c'était en 2015. Et puis nous avons publié chez Sileps la commune du Rojava, qui est en fait, ce sont les actes d'un colloque qui a eu lieu à Hambourg, un des premiers colloques pour une modernité démocratique, un des thèmes sur lesquels les échanges portent régulièrement, c'est-à-dire quel est l'horizon d'action, de combat, d'émancipation, comment le nommer, comment l'organiser, comment le traduire, et quelles leçons aussi, quelque part, tirer des expériences du XXe siècle. C'est quand même implicitement ou explicitement un élément qui revient dans beaucoup de discussions, qu'on le veuille ou pas. Et donc voilà, donc je suis très honoré de pouvoir participer à ce colloque et de prendre un petit rôle pratique sur moi. Donc la table ronde, je ne vais pas être plus long, mais la table ronde, elle donnera la parole à 3 chercheurs. Amit Bozarslan, qui est spécialiste, docteur en histoire et en sciences politiques, qui est chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui va nous parler quelque part, nous proposer un cadrage, disons, à la fois historique et géopolitique du Rojava, qui n'est qu'une des parties du Kurdistan, qui est la partie syrienne du Kurdistan, qui est le Kurdistan de l'Ouest. Il y a le Kurdistan du Nord qui est en Turquie et de l'Est qui est en Iran, et du Sud qui est en Irak. Voilà. Donc après, je donnerai la parole à Édouard Jourdain, qui est docteur en sciences politiques et également associé à l'école des hautes études en sciences sociales, un directeur d'études, et qui est spécialiste des traditions libertaires, de la mouvance libertaire de Proudhon, et qui a publié plusieurs ouvrages que je ne vais pas tous citer ici, mais que vous pouvez retrouver assez facilement avec les moteurs de recherche habituels, et qui interviendra en distanciel. C'était d'ailleurs la raison pratique qui nous a empêché de commencer à temps. Nous allons l'entendre, nous allons le voir, mais il ne nous voit pas. Bon, voilà. Donc à partir de là, la communication reste quand même possible et un horizon réaliste, on va dire. Puis enfin, je donnerai la parole à Yasin Sunca, qui est chercheur postdoctoral à l'université de Bielefeld, qui a fait une thèse, non pas, si, soutenu, oui. En sciences politiques et en sociologie, sur, disons, les expériences d'autogouvernement, pas seulement au Rojava, mais aussi, on va dire, au niveau municipal, et pas seulement donc du côté syrien, mais également du côté de la Turquie. Et disons comment ces pratiques-là, ces expériences-là, ce laboratoire, comment est-ce il a été élaboré, développé, et quelles sont ces dynamiques internes, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, comment cela peut-il être dépassé. Voilà, je propose que chacun prenne pas plus d'un quart d'heure. Peut-être s'il y a des questions, on les prend tout de suite, après chaque intervention, mais vraiment des questions Et puis, comme ça, on peut quand même se garder une bonne demi-heure, 40 minutes d'échange à partir des 3 interventions, qui peuvent, à ce moment-là, recouper plusieurs interventions. Ce sont des interventions de votre part, des questions. Voilà. Ayons le temps, prenons le temps de débattre. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Amit Bozarslan. Voici le pacemaker. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tout cas, un grand merci de cette invitation. Je suis très honoré d'être aujourd'hui ici. Effectivement, ce que je me propose, c'est de dresser peut-être un tableau en plusieurs temps pour comprendre et situer la question kurde en Syrie et donc le contexte de Rojava dans un contexte un peu plus large.
Je commencerai dans une première temporalité, c'est la temporalité de la formation de l'État syrien et de l'annexion d'une partie des territoires kurdes à cet État. Pour comprendre cette évolution, il faudrait s'intéresser effectivement à la formation de l'espace kurde en tant que tel et de la dissolution de l'Empire ottoman à la suite de la Grande Guerre. La destruction de l'Empire ottoman et de la création des États dits mandataires n'était certainement pas l'objectif de la Grande Guerre. Mais les provinces arabes, et partant aussi dans leur continuité territoriale de l'espace kurde, devenaient un peu les seuls butins de guerre sur lesquels pouvaient compter les administrations à Paris et à Londres. Certes, il ne s'agissait pas en 1918-19 de la première division du Kurdistan. Pas trop vite. Pas trop vite, d'accord. Le Kurdistan avait déjà connu une première division au XVIe siècle entre l'Empire persan et l'Empire ottoman, mais cette deuxième division de 1918-19 était infiniment plus brutale concernant les Kurdes syriens, mais pas que les Kurdes syriens. Effectivement, les Kurdes se trouvaient désormais séparés entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Ils étaient coupés par des territoires et le Kurdistan syrien se trouvait en discontinuité avec, en interne, concernant les territoires, les provinces kurdes elles-mêmes. Il y avait une continuité avec la Turquie, avec le Kurdistan de Turquie, mais la province d'Afrin, par exemple, se situait bien loin de la province de Kobanê, et Kobanê était située bien loin de Kamish. Et pour comprendre la brutalité de cette division, il faudrait prendre en considération la nature des régimes qui se sont créés après la Première Guerre mondiale et surtout après, disons, le tournant de 1920-1921. D'abord en Turquie, puis en Iran qui connaît effectivement des transformations radicales, et enfin l'Irak et la Syrie. Dans l'ensemble de ces régimes-là, on a un nationalisme exclusif. Le nationalisme devient graduellement une doctrine d'État. Et cet nationalisme, dans le cas de la Turquie, et partiellement aussi par la suite en Syrie, va écarter, va nier l'existence même des Kurdes. Il s'agit d'un nationalisme qui est social-darwiniste, organiciste, qui considère les nations comme des espèces biologiques et envisage la coexistence comme l'impassibilité tout simplement de coexistence de deux sociétés, de deux nations. Dans le cas de la Turquie, on a aussi une continuité avec le génocide parce que les fondateurs de la République de Turquie, il faut le rappeler. Un peu éloigné. D'accord, oui. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Les fondateurs de la République de la Turquie, est-ce que c'est mieux là? Oui, voilà. Les fondateurs de la République de la Turquie, il ne faut pas oublier, sont à la fois idéologiquement et organiquement les continuateurs du génocide des Arméniens. Donc, le nationalisme officiel, le nationalisme des États, qui soit nie l'existence des Kurdes, soit définit les Kurdes comme des ennemis biologiques. En deuxième lieu, il faudrait avoir à l'esprit la question de la frontière. La frontière est désormais considérée comme l'honneur de la nation, de son histoire, et l'histoire est retaillée, repensée, réécrite en fonction des frontières qui se sont créées. L'identité de la nation, l'économie de la nation sont désormais contenues, divisées, mais contenues aussi par les frontières. Et les frontières sont extrêmement militarisées. Les frontières entre l'Empire persan et l'Empire ottoman au XVIe siècle n'étaient que partiellement, ponctuellement militarisées, alors que les nouvelles frontières qui sont créées, qui divisent non seulement les Kurdes, mais chaque famille kurde, chaque tribu kurde, chaque confrérie kurde, sont des frontières militarisées. Et du coup, tout au long du XXe siècle, à partir de 1918, 19, 20, la question kurde va se poser à la fois comme une seule question nationale à l'échelle des 4 pays et de l'autre côté comme une question interne à l'intérieur de chaque pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Une seule question nationale, puisque le Kurdistan est un espace fragmenté, le mouvement kurde lui-même est inévitablement fragmenté, et pourtant, cette fragmentation n'empêche pas la constitution d'un Kurdistan, d'un mouvement kurde, d'un monde kurde dans les imaginaires kurdes. Et on vivra ainsi simultanément un double processus, le processus de la division
est le processus de l'unification. Plus les frontières seront militarisées, plus sur un plan symbolique, le mouvement kurde va essayer de se réunir. Et par ce biais-là, va créer énormément de symboles. Une écriture de l'histoire, une historiographie commune, un imaginaire cartographique, un imaginaire qui serait effectivement l'imaginaire aussi des résistances du XIXe siècle, un drapeau commun, un hymne national commun, et la division du Kurdistan n'empêcherait absolument pas cette reconstitution, cette unification sur le plan symbolique. Et par ce biais-là, le Kurdistan deviendra en quelque sorte transfrontalière malgré ces divisions. Et de ce point de vue-là, il faudrait rappeler que les années 1930, 20 et 30, qui sont les années de révolte, qui sont les années de massacres à très grande échelle, vont jouer un rôle extrêmement important, et c'est à partir de ce moment-là que cette unification symbolique va s'accélérer. Puis, graduellement, cette unification va trouver aussi sa traduction sur le terrain. À partir des années 1960, quand le Kurdistan irakien va connaître une première révolte qui s'appellera la révolte de Barzani, et à partir de 1961, on sait que le Kurdistan va devenir le théâtre d'énormément de contestations, et ces contestations, désormais, vont pulvériser les frontières. Et chaque mouvement kurde qui va se constituer dans un espace, dans une partie du Kurdistan, sera à la fois dans la continuité avec les autres mouvements et de l'autre côté irréductible à ce mouvement. Ainsi, on peut dire effectivement que le PKK et le pays des Grecs en Syrie sont dans une continuité, mais en même temps, on voit qu'il y a à la fois l'inséparabilité parce qu'effectivement, il s'agit d'un même espace kurde, et de l'autre côté, l'irréductibilité, parce que le pays des Grecs en Syrie va refléter les réalités sociologiques du Kurdistan de Syrie et pas nécessairement du Kurdistan d'Irak, du Kurdistan d'Iran ou du Kurdistan de Turquie. Il en ira de même, par exemple, des autres partis politiques kurdes, que ce soit le PJAK dans le cadre, par exemple, de l'Iran, qui sera inséparable du PKK idéologiquement, de par ses aspirations, de ses projections dans l'avenir, de ses lectures du passé, et de l'autre côté, absolument irréductible à cette organisation, parce qu'il reflètera les réalités sociologiques du Kurdistan iranien. Et cette double dynamique de division et de l'unification, de complémentarité et de l'irréductibilité, de l'association et de dissociation, doivent être prises en considération pour comprendre aussi ce qui s'est passé au Kurdistan syrien. Ainsi, par exemple, lorsqu'effectivement au Kurdistan de Turquie, on va parler de la Confédération démocratique, on va lancer le slogan Jiyan Azadi, vie, femme, vie, liberté. Ce slogan, bien entendu, ou ce programme, bien entendu, ne va pas se limiter au Kurdistan de Turquie, va s'exporter, mais en s'exportant aussi, va se trouver en face d'une autre réalité sociologique, d'une autre réalité culturelle ou politique, et donc par ce biais-là, à la fois va se répandre et en même temps prendre des couleurs différentes. Donc cette première temporalité, qui est la temporalité post-Grande Guerre, doit absolument être prise en considération pour comprendre y compris l'évolution du Kurdistan syrien aujourd'hui. Et puis une deuxième temporalité, qui est une temporalité infiniment plus longue, qui remonte à l'âge médiéval, à l'époque médiévale. Cette temporalité est également extrêmement importante parce qu'elle nous permet de saisir la présence kurde, cette fois-ci dans les territoires qui allaient devenir la Syrie à partir de 1920. Sur ces territoires-là, un autre collègue, Boris Jam, a travaillé sur ce sujet-là. Dès le Xe et XIIe siècle, on a des dynasties kurdes, on a des notabilités kurdes, on a des forces armées indépendantes ou mercenaires kurdes, on a un appareil religieux kurde. L'exemple de Saladin, 1138-1193, est extrêmement connu, mais Saladin n'est connu que par son rôle d'histoire au-delà du Kurdistan. À part cet exemple illustre, il y a énormément d'autres exemples qui montrent cette présence des soldats dans la région. À tel point que tel clerc ou tel clerc kurde qui reçoit dans son palais les chrétiens et les hérétiques, le palais devient une sorte de refuge et il cherche des formes syncrétiques entre les religions.
en scandalisant les oulémas tout à fait officiels, et cela se fait effectivement, il le fait en tant en quelque sorte de clergé, d'un alim, d'un savant kurde. Par la suite, on sait qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, alors que la question de la frontière ne se posait pas encore avec autant d'acuité, la présence kurde sur le terrain sera une fois de plus observée, et les travaux de Stéphane Winter de ce point de vue-là sont extrêmement importants. Les années 1920-1930, la création de la Syrie, dans la continuité en quelque sorte avec le Liban, là encore, on voit qu'il y a à la fois une présence ancienne kurde, mais aussi une présence kurde de Turquie, de ceux qui va devenir Turquie, ceux qui est devenu Turquie, parce que la répression pousse des dizaines de milliers de Kurdes à chercher refuge au-delà de la frontière, des frontières. Les années 1950-1960, alors que la Syrie, la jeunesse syrienne est gagnée à la gauche, à la cause de la gauche, tout comme effectivement pas mal d'autres jeunesses à travers le monde durant cette décennie, on voit que le mouvement kurde va connaître aussi une radicalisation, va adhérer à un programme de gauche, peu importe les termes qu'on utilisera par la suite, qui va se présenter à la fois comme pan-syrien, pro-syrien, et de l'autre côté comme kurde. Et cette continuité cette présence va être d'une manière ou d'une autre permanente en Syrie. Il y aura en 1963 une volonté de dékurdifier la région kurde qui va en partie réussir, en partie échouer. On sait que par la suite, la langue kurde va être interdite, mais en même temps, le régime de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, aura besoin des Kurdes pour maintenir son pouvoir minoritaire. Et donc, cette histoire va se conclure le 18 juillet, le 19 juillet 2012, avec le retrait, pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir, des forces syriennes aux abois des régions kurdes. Et donc, je pense qu'effectivement, cette longue histoire montre que la présence des Kurdes dans la région n'est pas quelque chose de récent, comme certains nationalistes arabes ont tendance à exprimer en disant que les Kurdes n'ont rien sur ce territoire, c'est tout simplement des réfugiés qui viennent de la Turquie. Historiquement, on voit que cela est entièrement faux. Historiquement, c'est entièrement faux, et je m'étais arrêté en 2012, peut-être que la troisième temporalité que je pourrais introduire, ce sera une temporalité cette fois-ci très courte, qui est la temporalité des post-2011-2012, donc 12 ans ou 13 ans. Et durant cette période-là, la question kurde en Syrie va émerger. Et à vrai dire, le conflit syrien, ni en 2011, ni en 2012, ni en 2014, ni en 2015, ne concernera initialement les Kurdes en tant que tels. Le conflit syrien va être un conflit intra-arabe avant toute autre chose, avant de devenir un conflit confessionnel. En 2011, on n'est pas encore dans la confessionnalisation. La confessionnalisation commence, disons, quelque part en 2012, et la djihadisation commence à partir de 2012-2013. Jusqu'à là, effectivement, la question kurde ne se pose que comme une question en quelque sorte connexe par rapport à ce conflit-là. Le conflit devient un conflit concernant la question kurde à partir de 2014. Kobané. Le moment Kobané est extrêmement important parce que l'émergence, l'irruption d'un État islamique, d'une extraordinaire brutalité, qui est une expérience totalitaire, qui est une expérience à la fois de construction d'État et de la destruction de la société, qui a quelque chose qui est profondément nihiliste et qui détruit la civilisation occidentale, islamique, tout ce que vous pouvez imaginer, mais la pensée, l'espace en tant que construit et civilisé, est un choc pour le mouvement kurde en 2014. Et c'est à partir de ce moment-là que la question kurde émerge, parce que Kobané résiste. Est-ce que sans l'intervention des Américains, qui se sentaient très honteux, Kobané aurait pu résister ou non, on ne sait rien. Mais une chose est certaine, la résistance de Kobané signifie aussi l'émergence d'un rapprochement, le début d'un rapprochement entre la Turquie et le mouvement djihadiste. Déjà bien avant, mais surtout à partir de 2014, la Turquie fait le choix de djihadisme syrien
qui n'est pas syrienne, qui n'est même pas irako-syrienne, qui a une dimension de transhumance djihadiste à l'échelle du monde arabe, contre le mouvement kurde. Les raisons sont multiples sur lesquelles je reviendrai, et c'est à partir de ce moment-là que la question kurde devient la question centrale, et cette centralité va s'imposer de nouveau en 2019-17, lorsque, avec la complicité de Poutine, Erdogan va pouvoir bombarder la région de Afrin pendant 72 jours. La région va effectivement se rendre pour connaître un nettoyage ethnique à très grande échelle. Afrin va devenir un mini-djihadistan annexé, intégré directement à la Turquie. Et en 2012-19, on aura un peu la même expérience, cette fois-ci avec le cynisme et la complicité et de la lâcheté de l'administration Trump qui va se retirer d'une partie de Rojava, laissant ainsi l'armée turque d'intervenir. Alors pourquoi cette hostilité turque par rapport à Rojava et d'une manière générale par rapport aux Kurdes syriens? Je crois que pour comprendre cette question-là, il faudrait d'abord lire les documents de 1925, les documents internes de l'État turc. 1925, on est 10 ans après le génocide des Arméniens. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces documents internes? On ne nie pas l'existence des Kurdes. Et d'ailleurs, ces documents-là sont préparés par les génocidaires, notamment un certain gouverneur qui s'appelle Randa, qui lui-même a participé à l'organisation directe du génocide des Arméniens. Qu'est-ce qu'on lit dans ces documents-là? On lit en premier lieu que les Kurdes existent, qu'en deuxième lieu, les Kurdes sont une menace biologique pour la turcité et qu'il n'y a pas de place pour les deux nations. En troisième lieu, que la République turque doit tout faire pour empêcher la kurdification de l'ouest, de l'est de l'Euphrate, et dans un deuxième, de l'ouest de l'Euphrate, et dans un deuxième temps, doit dékurdifier le Kurdistan qui se situe à l'est de l'Euphrate. Et la grille de lecture qui est adoptée par rapport au Kurdistan syrien, c'est exactement la même chose. Le fleuve sépare la kurdicité et la turcité. Afrin se situe à l'ouest du fleuve, donc Afrin doit être détruit en premier lieu, et puis ce n'est que dans un deuxième temps qu'on peut attaquer à l'ouest, à l'est de l'Euphrate. Cette distinction géographique qui est aussi raciale, la racialisation de l'espace, va déterminer effectivement la carte de route, en quelque sorte, la feuille de route de la Turquie. Donc là, il y a une mémoire historique de l'État qui intervient. Mais cette mémoire historique a lieu aussi à un moment donné, à un moment où le régime de Erdogan est vraiment aux abois. Erdogan avait reçu le prix Kadhafi des droits de l'homme, 250 000 $ en novembre 2010. Quelques mois après, le monde arabe devenait le théâtre des contestations révolutionnaires d'une rare densité. Au début, la Turquie est totalement prise au dépourvu, personne ne sait comment on peut réagir, mais dans un deuxième temps, Erdogan fait le choix ou pense que le Kairos est là, Kairos, Dieu de moment opportun, que Kairos frappe à la porte et que la Turquie peut devenir le primus inter pares d'un monde arabe dirigé, gouverné par des partis islamistes ou issus de l'islamisme. Cette stratégie ne marche pas. Cette stratégie ne marche pas parce qu'en Libye, les islamistes perdent les élections. En Égypte, les islamistes sont renversés par un coup d'État d'une rare brutalité. En Tunisie, les islamistes sont obligés de quitter le pouvoir et l'image de la Turquie dans la région devient extrêmement négative. Elle ne reste que la Syrie. Or, en Syrie, les Kurdes font le choix de ne pas obéir aux ordres d'Ankara. Et les Kurdes, effectivement, estiment, dès 2012, et je crois qu'ils avaient raison par rapport à cela, que la révolution syrienne était terminée, qu'on était entré dans une phase qu'on peut appeler de stasis, de guerre de tous contre tous, que la dynamique de djihadisation était là, que la dynamique de confessionnalisation était là, et que les Kurdes ne pouvaient pas, à partir de cette nouvelle onde,
envisageait une Syrie démocratique, laïque, égalitaire, dans laquelle la question turque pouvait aussi être résolue. Erdogan, à vrai dire, n'avait rien contre les Kurdes en tant que tels. Sauf qu'Erdogan estimait que les Kurdes syriens devaient être au service de la nation turque et sunnite. Erdogan, à ce moment-là, jouait très clairement la carte de sunnisme, donc une carte confessionnelle. L'Iran et la Turquie ont contribué considérablement à la confessionnalisation de la Syrie et de la région. Et quand les Kurdes ont refusé effectivement ce chantage, ce dictat, effectivement pour Erdogan, le moment était venu de détruire les Kurdes et de Rojava. Le contexte est très différent, mais vous avez un parallèle avec le génocide des Arméniens. En 1914-1915, le comité Union et Progrès, qui est au pouvoir en Turquie après un coup d'État, dit aux Arméniens, nous vous reconnaissons, vous existez, voire nous reconnaissons que nous avions commis aussi des injustices à votre égard, mais maintenant que cette reconnaissance a lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque. Alors que pour les Arméniens, l'idée était de refonder l'Empire ottoman sur des bases entièrement nouvelles, sur des bases égalitaires. Et cela explique l'une des clés du génocide, ce refus arménien de se mettre au service de la nation turque a déclenché effectivement ce mouvement d'extermination. 100 ans après, on n'est pas dans un contexte génocidaire, on a exactement la même configuration. La Turquie d'Erdogan dit aux Kurdes, nous vous reconnaissons, vous existez, voire nous reconnaissons aussi d'avoir commis des erreurs à votre égard, mais maintenant que cette reconnaissance a lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque sunnite. Alors que pour les Kurdes, il s'agissait de refonder la Turquie sur d'autres bases et refonder la Syrie sur d'autres bases. Et je pense que la haine que cette Turquie d'Erdogan, qui est aussi pas uniquement la Turquie d'Erdogan, qui est la Turquie des eurasistes, qui est la Turquie des national-socialistes turcs, kémalistes, qui est la Turquie des nationalistes, des forces paramilitaires, vient en grande partie de cela. Malgré donc ces guerres, cette double guerre de 2017 et 2019, le Rojava est là. Et cela m'amène à ma quatrième temporalité, donc post-2012, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé dans la région? Le Rojava est là dans une spatialité un peu étrange. Un peu étrange parce que d'un côté, effectivement, les Kurdes ont perdu Afrin. De l'autre côté, les forces kurdes, et pas que les forces kurdes, avec les alliés arabes, contrôlent la ville de Raqqa, où il y a toujours une population kurde, mais sur laquelle les Kurdes n'ont aucune prétention politique. Donc du coup, il y a à la fois un rétrécissement et un élargissement de ce Rojava. Et ce Rojava, n'oublions pas, même s'il n'est pas entièrement contrôlé par les Kurdes, il y a les forces russes, il y a les forces américaines, il y a les forces syriennes, représente quand même quelques 20% de territoire syrien aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je veux dire, spatialement, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et je crois que le premier mérite de ce Rojava, c'est d'exister, la condition de survie, d'exister dans une précarité absolue, alors que le lendemain peut être, chaque jour, il faudrait effectivement penser que le lendemain peut apporter une nouvelle guerre avec lui. Cette existence en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus que cette existence signifie la nécessité de produire une autorité, les armes, organiser une armée, autoriser, permettre la participation des femmes à l'exercice de la violence. Les femmes ont été historiquement exclues de l'exercice de la violence au nom du peuple, au nom de la nation, tout ce que vous pouvez imaginer. Là, il y a une intégration des femmes dans cet exercice de la violence. On parle de 10 ou 12 ans. Pour quelqu'un de ma génération, 10 ou 12 ans, ça n'est absolument rien. Les décennies passent très vite. Mais pour quelqu'un qui a 20 ans, 10 ou 12 ans, c'est la totalité de sa socialisation. Donc, une socialisation qui n'est plus du tout réalisée sous l'ordre, par la direction d'un parti unique syrien.
Donc, tous ces changements-là, je crois qu'ils sont extrêmement importants. Voilà, un historien n'utiliserait jamais le terme de irréversible, mais cette socialisation longue, inévitablement marquera l'espace et le temps dans le futur. Cela signifie aussi qu'on est obligé de mettre en place des structures économiques, constituer un pouvoir, comme j'ai dit, maintenir 2 universités, quelle que soit la qualité de cette université, c'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire que donner les priorités, à un moment donné, dire que le militaire n'est pas le seul qui compte. La promotion des femmes, ça veut dire qu'effectivement, là aussi, le militaire n'est pas le seul qui compte. Penser l'administration municipale, parce que l'État a disparu. Donc, la municipalité a en quelque sorte remplacé, de fait, au-delà de la doctrine de pays des Grecs, l'État, effectivement, a disparu, la municipalité doit le remplacer. Penser la communication, alors qu'on sait que les drones turcs sont derrière, et effectivement, il y a la guerre qui continue très directement. Imaginez la communication. Donc, vous voyez combien de sophistication, de diversification c'est nécessaire pour maintenir une région de cette taille-là, qui, une fois de plus, correspond au rétrécissement et à l'extension de la turcité. On a beaucoup critiqué l'expérience de Rojava parce que l'ancienne élite kurde n'a pas été intégrée. Moi-même, j'aurais souhaité qu'effectivement cette ancienne élite soit intégrée, mais j'ai l'impression qu'on était en face d'une telle situation de guerre. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire humaine. Hein. Donc voilà, on a des expériences en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que la densité de la guerre a transformé aussi les rapports de classe. Autrement dit, les anciennes classes moyennes qui étaient plus ou moins autorisées, plus ou moins tolérées, plus ou moins intégrées dans le système, n'étaient plus en mesure de répondre à cette situation de stasis, à cette situation de violence qui s'était créée. Et donc, du coup, la dynamique plébéienne, en quelque sorte, s'est imposée et l'a emportée. De la même manière, en termes générationnels, je crois que le changement a été tel que même si à la tête du mouvement il y a quelques anciens, l'essentiel du mouvement nécessitait une participation intergénérationnelle des beaucoup plus jeunes pour pouvoir effectivement redynamiser l'espace. Et en termes de genre, la masculinité kurde, pas plus que la masculinité arabe, n'était plus en mesure en quelque sorte ni de maintenir sa domination, ni de répondre à une situation de crise la crise syrienne, voilà, juste pour vous donner une idée de ce que ça veut dire la crise syrienne, sur 22 millions d'habitants, 500 000 morts, 12 ou 13 millions de réfugiés ou de déplacés. Si on devait juste transposer cela à la France, ça signifie 3 millions de morts et 34-35 millions de déplacés ou réfugiés. Donc maintenir une autorité, produire et maintenir une autorité dans ce contexte-là, c'est en soi extrêmement important. Est-ce qu'il y a encore combien de minutes? 1 minute. Oui, essayez de conclure. Voilà, j'essaie de conclure. Je reviendrai sur la notion, la doctrine de la démocratie radicale, etc., sur lequel il faudrait sans doute penser théoriquement, mais aussi pratiquement. Je pense que l'idéal aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est d'assurer la survie de Rojava, ce qui n'est pas garanti. Imaginez-vous demain une entente beaucoup plus accélérée entre Poutine et Erdogan. On sait que Bachar al-Assad ne veut pas du tout la destruction des Kurdes. Ce qui l'intéresse, c'est d'intégrer les Kurdes et leurs forces militaires. Mais voilà, mais on sait qu'effectivement, le cynisme à la fois de Poutine et de l'erdoganisme peut provoquer des catastrophes. Demain, un retour de Trump d'un trumpisme à la Maison-Blanche n'est absolument pas à exclure. Donc l'urgence, c'est de protéger le Rojava, d'assurer la survie de Rojava. De l'assurer, pas uniquement pour les Kurdes syriens, de l'assurer pour la Syrie. Il faudrait que le Rojava devienne l'espace à partir de laquelle non seulement une démocratie kurde, mais une démocratie syrienne puisse être envisagée. Il ne faut pas que l'avenir de la Syrie soit pensé en partant de la pérennité du régime de Bachar al-Assad. Il suffit juste de lire le livre noir de Bachar al-Assad qui est sorti il y a quelques temps en France pour comprendre qu'effectivement on est en face de l'un des régimes les plus criminels du XXe siècle. Même si aujourd'hui on est obligé d'accepter
le fait réel qui s'est créé, il faudrait aussi penser l'avenir de la Syrie des années 2030, la Syrie des années 2040, 2050, à partir d'autres options que la présence, que la domination de ce régime. Et pour cela aussi, Rojava, en tant qu'espace, peut devenir un lieu très important. Rojava a la capacité de contenir, d'accueillir et de contenir les oppositions démocratiques syriennes. Je dis au pluriel, opposition démocratique syrienne, parce que la Syrie de la diaspora, la Syrie de l'étranger, de l'extérieur, est pleine d'idées. Et ces idées-là doivent effectivement trouver un lieu d'expression. La créativité artistique syrienne aujourd'hui est absolument impressionnante. Les débats philosophiques au sein des intellectuels syriens, c'est absolument d'une très grande maturité et d'une très grande promesse pour penser, parce qu'effectivement, il y a la critique non seulement du régime de Bachar al-Assad, mais la critique de Moyen-Orient d'une manière générale, au-delà du colonialisme des régimes mandataires. Et donc, il faudrait que le Rojava devienne ce lieu d'accueil à la fois pour la démocratie kurde de demain, mais aussi pour une pensée démocratique, des expressions démocratiques pour la Syrie d'une manière générale. Donc je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre patience. Merci pour cet exposé historique très clair qui permet d'avoir quand même des points de repère et de comprendre aussi le Rojava dans le temps long, la longue durée. Je passerai maintenant la parole à Édouard Jourdain, qui est en distanciel, qui nous parle de Paris, qui doit nous entendre, mais ne nous voit pas. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions l'entendre aussi. Est-ce que son micro est branché? Est-ce qu'il peut... Peut-être Édouard, est-ce que nous entendez? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, tout le monde t'entend très bien. Ok, formidable. Alors déjà deux mots, juste déjà pour te remercier toi Francine pour ton invitation, merci encore. Merci aussi à mon précédent intervenant, Hamid Bozarslan. Je suis très très heureux de pouvoir dire deux mots après lui. C'est toujours un défi, étant donné qu'il est vraiment un grand spécialiste reconnu de la question, et en plus avec une intervention qui touche à l'histoire et à la géopolitique, qui est peut-être un aspect qui manque un petit peu dans l'ouvrage collectif que je voulais vous présenter ici un petit peu rapidement. Alors du coup mon intervention est peut-être un petit peu décalée par rapport à celle des autres, dans la mesure où il ne s'agira pas de faire un exposé substantiel sur telle ou telle question, mais bien peut-être de faire la généalogie d'un ouvrage collectif et de montrer quelques petites pistes problématiques qui seront sûrement abordées par la suite. Alors, du coup, un petit mot là sur cet ouvrage que nous avons dirigé avec Pierre Crétois aux éditions du Bordelot, qui s'appelle La démocratie sous les bombes, Syrie, le Rojava entre idéalisation et répression, qui a été publié en 2022. Et qui fait suite à un colloque qui a été tenu à Bordeaux en novembre 2021. Et déjà, il y a une première réflexion qu'on se faisait avec Pierre et les autres intervenants de ce colloque, c'est pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'il y ait des colloques, des événements académiques comme ça qui aient lieu. Alors, est-ce que c'est une certaine forme de timidité politique? Est-ce que c'est le chaos de la guerre? Est-ce que c'est la nécessité de faire de longs travaux sur le terrain qui prend ce temps-là? Bon, donc on a eu quelques réflexions là-dessus, y compris pendant le colloque, et je pense que c'est encore une réflexion qui peut se poursuivre aujourd'hui, au regard notamment là aussi de la timidité médiatique qu'il y a sur le sujet. Alors, pour faire une petite généalogie, tout a commencé avec donc Pierre Crétois, qui est un collègue et ami philosophe, qui m'a contacté pour me dire que son laboratoire à Bordeaux avait des financements pour une journée d'études sur les conflits armés et la violence politique, et que ce serait l'occasion qu'on fasse quelque chose sur le Rojava. Alors, il connaissait mon appétence sur la question, parce que moi, ça fait depuis les débuts de la Révolution, en réalité, que je m'y intéresse. Alors, au début, plus ou moins de loin, ensuite un peu plus de près. Alors, j'ai écrit notamment un petit article dans la revue Questions internationales sur la question, mais toujours un petit peu en dilettante. Et alors,
pour la simple et bonne raison que ni lui ni moi sommes spécialistes de la question. Alors c'est pour ça aussi que j'ai pas une intervention substantielle sur le sujet. Et nous-mêmes, lors de ce colloque, on l'avait introduit, problématisé, mais on voulait pas se poser comme des spécialistes que l'on n'était pas en réalité. Puisque Pierre Crétois, lui, c'est un philosophe, donc spécialiste de Rousseau. Et ce qui l'intéressait notamment, c'était la dimension de démocratie renouvelée, cet objet un petit peu non identifié qu'il y avait au Rojava, ce moment aussi instituant, révolutionnaire. Et puis vous savez que le 29 janvier 2014, quand a été rendue publique la charte du contrat social du Rojava, qui consacrait son autonomie démocratique, eh bien, s'il n'y avait pas de référence à Jean-Jacques Rousseau en tant que tel, il y avait quand même cette expression, un contrat social qui le touchait et qui résonnait en lui sur cette question du politique. Et puis pour ma part, moi, comme vous l'avez relevé en introduction pour me présenter, moi je suis un spécialiste de la pensée anarchiste, plus particulièrement de celle de Pierre-Joseph Proudhon. Alors évidemment aussi un petit peu de Murray Bookchin, dont je vais dire deux mots. Mais je voyais dans le Rojava une expérience aussi qui résonnait en de nombreux points avec mes travaux théoriques, historiques, sur certaines expériences qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Je pense par exemple pendant la guerre d'Espagne aussi, en 1936, dans toute la Catalogne, où il y avait notamment l'idée d'autogestion, de communalisme, qui était aussi très, très mise en avant. Puisque la commune, ça va être vraiment cette entité politique à hauteur d'homme qui va permettre la mise en place d'une démocratie réelle avec des conseils de quartier, des assemblées populaires où il peut y avoir un véritable espace de délibération, de discussion et de prise de décision. Alors d'ailleurs, dans la charte du TEFDEM, dont on parlera sans doute, qui est une plateforme d'organisation civile dont le fonctionnement est horizontal et démocratique, le rôle des communes, d'ailleurs, va être décrit comme suit, je le cite: « Les communes sont les plus petites cellules et les plus actives. En pratique, elles constituent une société prenant en compte la liberté des femmes, l'écologie, et où est instituée la démocratie directe. Les communes œuvrent à développer et à promouvoir des commissions, sans rien attendre de l'État. Celles-ci cherchent par elles-mêmes des solutions aux questions sociales, politiques, éducatives, de sécurité et d'autodéfense. » Donc il y a cet aspect que je trouvais aussi très, très intéressant. Alors ce qui nous intéressait tous deux, Pierre et moi, c'était aussi les références qu'on pouvait retrouver dans des écrits, surtout les références à Murray Bookchin, alors qui est un théoricien du municipalisme libertaire, qui est d'origine américaine, et dont on sait qu'il a eu un contact avec Abdullah Öcalan, notamment via son avocat, et que Abdullah Öcalan se serait intéressé à ces théories, notamment en ce qui concerne la question du confédéralisme démocratique, alors qui entend repenser la question de la réappropriation de la chose publique par les citoyens au-delà d'un État, en tout cas d'un gouvernement centralisé, etc. Et au-delà de ça, penser aussi les relations internationales au-delà, là encore, d'un État souverain avec ses frontières qui renvoie à la question de l'indépendance, voire du nationalisme, etc. Et donc là, on verrait une sorte comment dire, Öcalan aurait viré un petit peu en termes d'options politiques, en passant d'un marxisme-léninisme assez rigoriste à une option peut-être un peu plus libertaire, même si elle n'est pas rigoureusement théorisée telle qu'elle. Mais lui-même, il voyait dans la notion de confédéralisme, qui, chez Bookchin, qui provient elle-même de la théorie du fédéralisme de Pierre-Joseph Proudhon, ouvrage du principe fédératif en 1862, peut-être même une solution pour les conflits géopolitiques au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Donc là aussi, toute une vaste réflexion très intéressante sur repenser des formes de résolution des conflits ou de relations entre les États qui vont au-delà, évidemment, du simple
équilibre entre États-nations tels qu'on peut les trouver après le traité de Westphalie en 1648, mais aussi une autre version de ce qu'on peut appeler une forme de cosmopolitisme ou de patriotisme constitutionnel qu'on aurait un petit peu dans la veine de Habermas et consorts, mais vraiment là quelque chose de politique au sens fort du terme, et qui allierait à la fois une forme de démocratie radicale dans une configuration de paix possible. Configuration, idée de confédéralisme au niveau international, au niveau national aussi, et c'est ça qui nous intéressait par ailleurs, avec cette idée de repenser le pluralisme. Abdullah Öcalan, d'ailleurs, il le répète souvent dans certains de ses tracts, par exemple celui qui s'appelle La feuille de route vers les négociations, où il écrit notamment « La nation démocratique est multilingue, multireligieuse, multiethnique et multiculturelle, englobant des groupes et des individus aux intérêts divergents. Elle rejette l'équivalence faite entre État et nation, les considérant comme deux formations différentes. » Donc là aussi, c'est une piste qui nous intéressait. Alors, néanmoins, on restait de simples théoriciens, et l'idée de faire quelque chose sur le Rojava, si ça nous enthousiasmait, on avait bien conscience qu'il nous fallait réunir des personnes qui puissent nous dire quelque chose du terrain. Donc on a eu un rôle à la fois peut-être d'initiateur et d'entremetteur, plus que de spécialiste sur la question à proprement parler. Donc le colloque a eu lieu le 22 novembre 2021, donc comme je vous le disais, à l'Université de Bordeaux, et on a eu plusieurs interventions, toutes aussi passionnantes les unes que les autres, qu'on retrouve en très grande partie dans cet ouvrage collectif. Alors, on y retrouve notamment l'intervention de Pierre Bans, qui est un spécialiste de l'anarchisme aussi, et qui a écrit deux importants ouvrages sur la question, sur le Rojava, aux éditions Noir et Rouge. Alors lui qui a fait tout un travail, il n'est pas allé sur le terrain, mais il a fait tout un travail de littérature très très conséquent, y compris avec des sources qu'il a trouvées sur Internet, en anglais, etc., et qui nous a parlé du rapport entre pouvoir et contre-pouvoir au Rojava. On a eu David Degrasso aussi, docteur en sciences politiques, et qui lui a fait du terrain, et qui nous a parlé notamment des tensions entre autogestion, avant-garde et autorité. On a eu Somaïa Rossanpour, qui est d'ailleurs ici présente, et qui nous a présenté les questions fondamentales et très présentes des femmes et du féminisme au Rojava, avec toutes les tensions aussi possibles qu'il peut y avoir. Donc là, je vais pas trop spoiler. India Le Guedank aussi, qui est ici et qui nous a parlé de cet autre confédéralisme très intéressant qu'on peut retrouver notamment avec les tribus, les sages, etc. Et puis Rémi Carcelles, qui est un doctorant en sciences politiques et qui nous a parlé de la vision du Rojava en France. Et enfin, pour compléter, on a eu aussi deux importants témoignages de terrain. Alors l'un de Corinne Morel-Darleux, qui a eu l'occasion de s'y rendre 3 fois, notamment via la fondation Daniel Mitterrand, et Badia Hassan, qui est présidente de l'association kurde Rojava Gironde, donc à Bordeaux. Et d'ailleurs, dans le petit témoignage qu'il nous a fait donc à la fin de l'ouvrage, elle met en garde d'ailleurs sur les comparaisons aussi qu'on peut faire entre la démocratie française ou la démocratie au Rojava, même si évidemment il doit y avoir des inspirations et des critiques réciproques peut-être, où elle dit si nous commençons à faire des comparaisons, nous nous trompons. Si nous évaluons la révolution de Rojava avec les valeurs constitutives des pays occidentaux, nous trouverons un écart d'indice de développement humain de plus de 50 ans. D'autre part, si nous ne parlons que des résultats positifs et par souci de rester bienveillants, nous n'exprimons pas toujours les critiques possibles et ce faisant, nous nous privons de la possibilité de nous construire. Donc vraiment avec une ouverture critique, et ça me semble assez important, sur aussi évidemment les points parfois négatifs qu'il peut y avoir dans cette expérience. Donc cet ouvrage collectif, il va tenter de rendre compte à la fois de tensions, mais aussi de rapports entre théorie et pratique notamment,
Alors comme je le disais, on a parfois reproché au Rojava de ne pas être une démocratie, mais là encore, l'organisation politique du Rojava, elle prétend pas reproduire les standards d'une démocratie représentative à l'occidentale. Hein, donc ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les interventions qui vont suivre. Mais elle prétend réaliser une autre forme de démocratie, parfois plus directe, avec aussi toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir, notamment concernant le rôle du parti. Et c'est ce qui explique aussi peut-être la faible réception universitaire ou médiatique qu'il y a eu en tout cas jusque-là, puisque ce serait une sorte d'ovni qu'on aurait du mal à appréhender. On ne sait pas trop où on met les pieds, en quelque sorte. Moi-même, dans certaines discussions, j'ai eu des professeurs pourtant de relations internationales hein, qui connaissaient à peine le sujet. Donc là aussi, s'il y a un travail à faire, je pense que c'est, et vous y avez contribué, hein, c'est de médiatiser aussi, hein, de rendre public, au sens fort du terme, cette expérience. Et puis enfin, fait assez rare quand même dans cette zone géographique, on retrouve au Rojava quand même la capacité à promouvoir à la fois des libertés politiques, des droits humains, donc dans une zone qui est souvent menacée par différents périls liberticides, hein, que ce soit les pouvoirs dictatoriaux ou le fanatisme religieux, ce qui devrait aussi nous interpeller. Sans compter qu'en termes géopolitiques, hein, là aussi parfois on a tendance à l'oublier, mais le Rojava était vraiment à l'avant-garde de la lutte contre Daesh et toute la menace que ça représente en tout terme pour la liberté, la civilisation, etc. Bon, mais rien n'est simple. Les luttes d'émancipation dans un contexte de guerre et de révolution, évidemment, ont leur ambiguïté, avec cette précarité hein, dont parlait Hamid Bouzarslan. Et en effet, il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours dans un état de guerre. Et donc, il existe toujours une tension hein, aiguë entre l'action idéologique, l'émancipation du peuple, le respect des libertés, etc. Et donc, sont à la fois les espoirs démocratiques et les ambiguïtés concrètes de leur réalisation qu'on a essayé un petit peu d'élucider dans notre ouvrage collectif, ou en tout cas d'ouvrir des pistes. Il y a peut-être un autre aspect qui est resté, en tout cas dans notre ouvrage, un petit peu dans l'ombre, c'est notamment tout ce qui concerne la dimension économique, puisque ce projet au Rojava se veut aussi, d'une certaine manière, socialiste ou critique, en tout cas d'une certaine forme de capitalisme. Et c'est vrai qu'il y a encore peut-être un gros travail à faire en termes à la fois d'analyse des données, en ce qui concerne la dimension économique qu'il y a là-bas, dans quelle mesure il y a des formes de socialisation de la terre, des formes d'autogestion, de péréquation, etc. Mais là aussi, le contexte de la guerre n'aide pas, et bon, d'avoir eu certaines entrevues, entretiens aussi avec des personnes qui étaient allées là-bas, c'est que on est aussi dans un contexte particulier, donc la guerre, avec aussi une forme d'économie de guerre où ce que cherchent avant tout les individus, c'est avant tout de survivre aussi. Et donc, au-delà même d'un idéal utopique d'organisation collective qui passe peut-être à un second plan. Voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement. Là encore, hein, ça ne se voulait pas une intervention substantielle, mais peut-être pour vous proposer de vous plonger dans ce petit ouvrage qui est peut-être une première partie de cette seconde qu'on a aujourd'hui et dont je suis très content. Merci à vous. Pour cette intervention, cette présentation très concise et claire. Bon, avec l'inconvénient pour nous de devoir vous écouter à distance, mais néanmoins c'était tout à fait audible. Donc je passe maintenant la parole à Yacine Souka, qui est docteur en sciences politiques, et voilà, pour 20 minutes,
au maximum. Voilà, j'espère que ça marche. Non? Oui, ça va. Bon, merci beaucoup tout d'abord à l'Institut Marcel Lima et Francine pour organiser ce colloque. Et du coup, un deuxième grand merci à professeur Mamostar Hamid Bozarsan parce que il a déjà raconté une très grande partie de ce que j'allais dire, mais ça nous permet d'aller sur certains sujets, d'aller un peu plus en détail, et comme ça, on aura au moins une discussion un peu plus détaillée sur certains sujets qui sont problématiques et qui cachent la solution dedans à la fois. Du coup, j'étais au Kurdistan irakien, Kurdistan du Sud, avec une amie qui représentait le Rojava, en fait, là-bas. Et elle a parlé d'une construction totale. Et c'était en 2019. Donc elle a parlé, elle discutait, on a discuté pendant longtemps sur une construction totale au Rojava. Et c'était pas seulement une construction, enfin c'était réellement, physiquement une construction parce que c'était juste après une grande guerre surtout contre l'État islamique ou les djihadistes de toutes sortes. Et de l'autre côté, une construction sociale à la fois, ce qui représentait un changement, un espoir pour l'avenir. Et cette construction, aujourd'hui, on appelle, et à ce moment-là aussi, on appelle en général confédéralisme démocratique, et ça présentait un espoir. Du coup, je veux rester sur cette construction, mais je ne peux pas, comme Mamostar Bozarsan a déjà expliqué historiquement et sociologiquement et politiquement à la fois, moi je vais plutôt essayer d'aller sur certains points très précis pour entamer une discussion si possible ici et au-delà en fait. Du coup, je vais rester sur trois niveaux au lieu d'un récit historique. Je vais rester sur trois niveaux, au niveau local, au niveau régional et au niveau représentation globale. Donc, dans le discours global, comment le Rojava a été représenté. Et au niveau local, donc des pratiques locales, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects, mais je veux surtout insister sur deux points. L'un, c'est démocratie radicale. Du coup, quand on parle de la démocratie radicale, surtout dans la représentation occidentale, on a Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Oui, en grande partie, la pratique au Rojava, la pratique de la démocratie radicale au Rojava avait influencé beaucoup par ces personnes, surtout ce qu'il a incité comme discussion. Mais de l'autre côté, la démocratie radicale dont on parle, c'est plutôt encodé dans la transformation historique du Kurdistan et du PKK à la fois. Je ne vais pas beaucoup je ne vais pas détailler tout ça, mais il faut dire que la démocratie radicale dont on parle, ce n'est pas seulement pour prendre le pouvoir, comme disait sur base d'une lecture gramscienne, disait Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, mais plutôt construire la société et les rapports pouvoir d'une autre manière. Et on peut aller au détail si nécessaire. Mais est-ce que cette démocratie radicale fonctionne parfaitement? Non, pas du tout. Il y a plein de problèmes. Le premier problème, il y a déjà le fardeau du régime basse, le népotisme, qui est ancré dans les racines
dans la gouvernance, et alors, comme conséquence, dans la perception de la population par rapport à la gouvernance en général. Du coup, je travaille aussi pour l'Université du Rojava, donc je co-dirige la faculté des sciences politiques. Du coup, même avec mes étudiants, je peux ressentir le fardeau, oui, le fardeau c'est le bon mot en fait, sur mes étudiants à l'Université du Rojava. Et un deuxième problème, au niveau géopolitique, là où je vais discuter un peu plus détaillé, au niveau géopolitique, il y a des attaques et des attentats et des invasions constantes presque. Et du coup, je vais parler un peu plus en détail. Une troisième question ou un troisième problème, c'est le rôle de l'avant-garde. Donc ici, on parle d'une impasse en fait. Le rôle des avant-gardes révolutionnaires qui contrôlent le militaire et de l'autre côté qui essayent de reconstruire la société d'une autre manière. Mais ce rôle de l'avant-garde, si on n'arrive pas à construire d'une manière ou l'autre un contrôle démocratique et radical et direct, ça risque de créer des nouvelles échelles de hiérarchisation de la société. Mais de l'autre côté, en absence de l'avant-garde, en fait, on risque de reproduire une expérience comme je vais dire directement, comme Kurdistan d'Irak. Du coup, le rôle d'avant-garde, c'est essentiel, c'est très central, mais il faut repenser, il faut recréer dans la lutte contre colonisation et contre les guerres et la résistance, mais de l'autre côté, il faut aussi bien reconstruire la société d'une manière plus démocratique et radicale et participative. Du coup, ça c'est une impasse, ce dont on parle pas, on parle souvent beaucoup, mais on voit seulement une partie et on ne voit pas l'autre partie. On dit que, surtout dans le discours mainstream, je dirais, en Occident, on parle surtout l'absence de la démocratie. Vous avez peut-être vu certains rapports des organisations occidentales qui mentionnaient des sujets comme ça, mais de l'autre côté, on ne parle pas du rôle essentiel de l'avant-garde révolutionnaire. Voilà, en termes de pratique locale, je vais juste mentionner une deuxième question, coexistence en paix. Du coup, on parle de Rojava. Rojava, c'est le nom kurde pour dire l'ouest, mais de l'autre côté, on parle d'une région au nord et l'est de la Syrie. Du coup, comme Mustafa Zarslan disait, on parle d'une totalité des différentes identités à la fois religieuses, nationaux ou ethniques. Et ça, il faut créer une certaine forme de coexistence en paix. Et démocratie radicale, surtout au niveau vertical, parce qu'on parle de formes de connexion ou de l'organisation de la démocratie radicale. Au niveau vertical, on parle des communes, des assemblées qui est directement liée à la place, mais au sens vertical, on parle de l'auto-organisation des différentes identités, quoi que ce soit religieux ou ethnique, etc. Du coup, il y a l'organisation de coexistence entre différentes identités. Mais ça, il se pose la question de la continuité de ce pratique. En fait, c'est clairement une question
dans le discours occidental en général, parce que souvent on se dit que il y a les Américains là-bas, ils soutiennent la région et du coup ils vont coexister, ils vont continuer à coexister ensemble jusqu'à certains points, mais de l'autre côté il y a un aspect historique que ces communautés habitaient ensemble et ils ont une expérience de coexistence et de vivre ensemble depuis longtemps. Du coup, même si avec des conflits, même si conflits armés entre les communautés, il y a une coexistence qui date longue durée, quoi. Du coup, il faut voir cette partie là aussi. Et voilà, au niveau régional, surtout, on va parler de la géopolitique, de l'exclusion en deux niveaux, mais il faut peut-être d'une manière très courte mentionner d'où vient la révolution du Rojava, enfin les sources, selon ma lecture, les sources de la révolution du Rojava. L'une, très clairement, c'est la question kurde au niveau régional, dont Mamoste Bozarslan a discuté, a expliqué. La deuxième, et ça, il faut bien mentionner, c'est la transformation idéologique du PKK. Parce qu'en absence de la transformation idéologique du PKK, il n'y aurait pas de révolution au Rojava. En tout cas, pas comme on le voit aujourd'hui. Parce que c'est la transformation idéologique du PKK qui a amené certaines discussions, la libération des femmes dont les amis vont parler pendant le deuxième panel, et coexistence en paix, et démocratie radicale. Tout ça, c'est l'issue de la transformation du PKK, et ça, c'est une autre forme de la construction de la nation, et ça, c'est directement lié à une bifurcation de l'État, de la construction nationale du Kurdistan. D'un côté, on parle le nationalisme banal, nationalisme étatique, et de l'autre côté, on parle d'une nation démocratique. La nation démocratique est directement liée à la transformation du PKK. Et un troisième point, c'est la géopolitique de l'exclusion aux deux niveaux, comme la troisième source de la révolution au Rojava. Du coup, la première exclusion, c'est l'exclusion nationaliste au début des années, au début de la révolution au Rojava, au début de la révolution syrienne en général. Donc là, il y avait clairement un nationalisme arabe, à la fois chez le régime de Bachar al-Assad et chez l'opposition centrale. Du coup, il y avait une exclusion, si pas matérialisation, ou non, si pas utilisation de la question kurde pour leur propre agenda. Du coup, là, il y avait déjà une exclusion au niveau national en Syrie. Et on parle d'une autre géopolitique de l'exclusion, celui qui est encodé dans les politiques étatiques dans la région. Du coup, les Kurdes sont d'une manière ou l'autre l'autre de tous ces États régionaux dont on parle, l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc l'autre de ces États devient un problème directement considéré comme ontologique pour l'existence de ces quatre États. Et du coup, s'il y a un changement par rapport à la question kurde, il y a une intervention d'une forme ou l'autre de ces quatre États. Et ça, j'ai appris de livres de Mamoste Bozarslan. Du coup,
ça c'est quelque chose qui a directement joué pendant la révolution du Rojava. Et voilà, du coup, on voit aujourd'hui l'intervention de l'Iran et surtout de la Turquie au Rojava et à un moindre degré de l'Irak aussi. Et je veux juste inciter encore un autre point qui est très important, qui me paraît très important, c'est d'un discours qui parle du rôle de la Russie et des États-Unis dans la révolution du Rojava. Du coup, on parle souvent au niveau international, on parle d'une crise de l'ordre néolibéral global. Parce qu'il y a la Chine qui augmente, qui devient beaucoup plus puissante, et puis de l'autre côté, il y a l'hégémonie américaine qui s'en font de plus en plus. Du coup, on parle de certains équilibres, de certains conflits hégémoniques dans le monde. Et ça jouait directement un rôle dans la révolution au Rojava en 2012, parce qu'il y avait la Russie qui devenait de plus en plus fort présence au Moyen-Orient en général, et de l'autre côté, il y a toujours les États-Unis qui se retirent du région de plus en plus. Donc on ne parle pas d'un processus conclu, mais on parle certainement d'un processus qui est en cours. Et du coup, ça jouait un rôle très central à l'émergence de la révolution du Rojava. Mais il faut bien souligner en fait que ceci n'est pas constitutif de la révolution. C'est plutôt permissif de la révolution, ce contexte-là. Parce que, tout simplement, s'il n'y avait pas la question kurde historique, s'il n'y avait pas la transformation du PKK, s'il n'y avait pas, en gros, s'il n'y avait pas une préparation historique, organisationnelle, sociétale, etc., on n'aurait pas vu, la révolution n'aurait pas vu le jour, en fait. Du coup, c'est pour ça que c'est permissif, et voilà, si on est prêt, pendant un moment de crise, si on est prêt à reprendre le pouvoir, on le reprend. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas le reprendre, tout simplement. Du coup, le rôle dans ce contexte-là n'est pas constitutif, en fait. Et un troisième point que je voulais faire, c'est des représentations globales de la révolution du Rojava. Donc, par global, j'entends pas la territorialité du monde, j'entends la représentation dans les discours surtout, et comment la révolution du Rojava a été vue, comprise, perçue et abordée dans l'opinion publique en général. Du coup, ça, il faut clairement préciser que je parle du discours hégémonique et la plupart du temps eurocentrique sur la révolution du Rojava. C'est important d'aborder ce sujet parce que notre perception de ce qui se passe dans le monde, dans la plupart du temps, est construite par une perspective eurocentrique, parce que notre éducation, notre formation en général ne nous permet pas en général autrement. J'insiste en général et je compte bien voilà, j'insiste qu'en général. Du coup, c'est aussi important parce que on parle en général du romantisme des politiques décoloniaux, des politiques d'en bas, des politiques préfiguratives qui se passent, enfin certains expliquent ce qui se passe au Rojava comme politique préfigurative.
Du coup, mais de l'autre côté, il y a la brutalité du géopolitique et l'ensemble des processus politiques sont, selon mon cadre théorique, c'est la combination de la brutalité géopolitique et de l'autre côté, romantisme et l'espoir qui se présente naturellement dans les politiques préfiguratives, dans les politiques décoloniales. Du coup, c'est très important, dans ce cas-là, c'est très important de comprendre la représentation générale du Rojava dans le discours occidental surtout. Je vais souligner 2 points par rapport à ça et un troisième point et une troisième question ouverte à tout le monde et qu'on peut répondre. Donc, le premier point que je voulais faire, c'est tout simplement l'approche américaine et par extension l'approche occidentale pour que le rôle les Kurdes jouent dans le monde. L'approche américaine et par extension occidentale en général, je souligne, ne représente la question kurde contemporaine que comme un moyen de combattre Daesh. Bien sûr, on comprend pourquoi, tout simplement parce que le monde l'hégémonie politique, c'est en Occident, et puis tout ce qu'on fait, c'est représenter soit c'est bien ou pas bien pour l'Occident en général. Et du coup, là, l'expérience kurde n'est plus là, en fait. Si on parle le rôle des Kurdes que comme des combattants contre Daesh, on supprime l'humanité des Kurdes, on supprime totalement l'humanité des Kurdes et on supprime l'influence révolutionnaire de la révolution au Rojava. Et un deuxième point, c'est plutôt les courants gauche qui parlent de ça, mais qui réduit en général la transformation du PKK et leader politique de Öcalan à la lecture de Murray Bookchin. Ce n'est pas du tout le cas. Enfin, oui, Murray Bookchin, il est très, très, très important, surtout quand on parle d'une manière schématique, quand on parle de la démocratie radicale qui est en place au Rojava. Mais de l'autre côté, il y a plein d'autres sources qu'utilise Abdullah Öcalan dans ses livres, dans ses réflexions, ou bien dans ses discours politiques depuis des années 70, si pas 60, depuis des années 70. Donc je vais juste citer quelques-uns, par exemple, sa compréhension du monde départ directement de la compréhension de André Günther Frank ou Immanuel Wallerstein, qui sont très importants pour comprendre le système mondial. De l'autre côté, il y a l'histoire de l'organisation dont je parle du PKK, qui a ses propres références pour organiser la vie, en fait. Genre, Khwaboun, ça veut dire devenir soi-même. Peut-être les camarades de gynéologie vont parler un peu plus de ça. Ou de l'autre côté, Hevalti, de reconstruire camaraderie. Ça, c'est des références très internes et c'est des références qui guident d'une manière ou l'autre la reconstruction sociale et politique du Rojava, en fait. Et du coup, en réduisant le confédéralisme démocratique à la lecture de Murray Bookchin par Öcalan, on supprime tous ces détails, en fait. Et il y en a plein. Il parle souvent dans ses bouquins, il parle très souvent des prophètes, des Mohammed, Jésus. Il cite plein d'autres chefs religieux, des philosophes africains ou de Moyen-Orient. Du coup, ça, il ne faut pas le supprimer. Et une question ouverte,
c'est au niveau international, je veux juste poser comme une question, mais je ne peux pas développer là ici. C'est du fait que le confédéralisme démocratique, c'est l'autodétermination sans État. Et comment on va faire dans un monde avec des États-nations? Comment on va faire reconnaître le confédéralisme démocratique? Ça, c'est une question ouverte à tout le monde. Je vais conclure sur 3 points. Oui, il y a plein de problèmes et j'ai mentionné, j'ai souligné certains, entre autres, on peut encore construire plein d'autres problèmes, pas parler de plein d'autres problèmes, mais construction est en cours. Et du coup, une deuxième conclusion, il y a l'expérience de Rojava, comme disait Mamoste Rosarslan, il y a de l'expérience du Rojava depuis maintenant 11 ans, et malgré tout ce qui se passe. Et du coup, pour quelqu'un de ma génération, j'en suis sûr que c'est important pour la génération de professeur Mamoste Rosarslan, c'est quelque chose de très, très, très important déjà. Et du coup, c'est en cours. Et une troisième conclusion, et ça c'est mon dernier point que je voulais faire, il faut comprendre le Rojava, et pas seulement Rojava, mais toutes les révolutions, en ses propres termes, au lieu de notre imaginaire politique ou notre compréhension du monde qui touche d'une manière ou l'autre directement notre formation épistémologique. Voilà, merci beaucoup. Merci.